Moscou revendique la prise de Mariupol. Sur le site d'Azovstal, Vladimir Poutine change de tactique et privilégie le siège à l'assaut. L'Organisation mondiale de la santé alerte l'Union européenne sur les besoins psychologiques à apporter aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre. Elisabeth II a fêté ce jeudi dans l'intimité ses 96 ans. La souveraine britannique est la doyenne mondiale des monarques en exercice. Assiéger plutôt que donner l'assaut, c'est la tactique de Vladimir Poutine pour piéger les derniers combattants ukrainiens retranchés sur le site métallurgique d'Azovstal à Mariupol. Le président russe veut ainsi épargner la vie des soldats russes, explique-t-il dans cette conversation avec son ministre de la Défense diffusée à la télévision. Je considère que le projet d'assaut de la zone industrielle est inapproprié et j'ordonne qu'il soit annulé. C'est le cas lorsque nous devons réfléchir. Nous devons toujours réfléchir, mais dans ce cas d'autant plus pour préserver la vie et la santé de nos soldats et officiers. Il n'est pas nécessaire de descendre dans ces catacombes et de ramper sous terre à travers ces installations industrielles. Bloquez cette zone industrielle de manière à ce qu'aucune mouche ne passe au travers. Le site industriel abrite encore 2000 militaires ukrainiens selon la Russie qui promet la vie sauve à ceux qui se rendront. Moscou revendique la prise définitive de Mariupol ce jeudi. Un succès, dit le Kremlin, alors que des habitants ont pu fuir à bord de 4 bus seulement. Les forces russes n'ont pas réalisé de percées majeures et n'ont pas non plus démontré une nouvelle capacité à réaliser de multiples avancées simultanées et réussies. C'est la dernière évaluation de la situation sur le terrain par l'Institut pour l'étude de la guerre. Regardons ce qui se passe dans l'est du pays. Ici, les forces russes ont quitté les zones de rassemblement du Donbass. Ce mouvement a été couplé à des niveaux élevés d'activité aérienne visant à fournir un soutien. Kharkiv a fait l'objet de bombardements incessants sur les zones civiles, selon le maire de la ville. À Izoum, le ministère ukrainien de la Défense affirme que ses troupes ont repoussé une attaque russe. Les forces russes se dirigent vers la ville de Kramatorsk qui continue de subir des attaques à la roquette persistantes, selon le ministère britannique de la Défense. À Mariupol, les combattants ukrainiens continuent de résister dans l'aciérie d'Azovstal. La vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a lancé un appel urgent pour la mise en place d'un corridor humanitaire permettant d'évacuer les civils et les soldats blessés de cette zone industrielle. La lutte pour Mariupol a épuisé des ressources vitales et immobilisé des troupes russes qui pourraient être utilisées pour poursuivre des objectifs plus larges dans l'Est. La Russie souhaite vraisemblablement démontrer des succès significatifs avant ces célébrations annuelles du 9 mai. Moscou a annoncé qu'elle prévoyait d'organiser le défilé du jour de la victoire le 9 mai à Mariupol, théâtre des combats les plus violents et de la pire catastrophe humanitaire, où 95% de la ville a été détruite par les bombardements et où plus de 20 000 personnes ont été tuées. Des millions d'Ukrainiens cherchent refuge en Europe. Mais cette fuite causée par la guerre n'est pas sans conséquence pour la santé mentale de ces personnes déplacées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est une crise qui s'ajoute aux difficultés psychologiques provoquées par la pandémie de Covid-19. C'est véritablement une crise qui s'ajoute à une autre crise. Bien sûr, ce que les gens vivent actuellement en Ukraine est d'un niveau totalement différent. Certains ont été témoins d'atrocités. Certains ont connu la mort au sein de leur famille et de leurs proches. Le voyage lui-même, quitter la maison, laisser les hommes de la famille derrière, ne pas savoir s'ils seront réunis à nouveau, se retrouver ensuite dans un camp de réfugiés. Tout cela a un impact énorme sur la santé mentale des personnes. La Commission européenne a débloqué 9 millions d'euros pour apporter une aide psychologique. De nombreuses personnes souffrent de stress post-traumatique. L'enjeu est maintenant de savoir comment utiliser efficacement cette enveloppe. De nombreux pays ont déjà mis en place des systèmes pour permettre aux réfugiés ukrainiens d'avoir accès aux services de santé, y compris une aide psychologique.
Mais vous avez raison, les services de santé mentale étaient déjà soumis à une forte pression avant même la pandémie. Nous n'avons pas pu répondre aux besoins de la région européenne. Avant même la pandémie, pendant la pandémie, les besoins ont augmenté partout. Le bon côté des choses, c'est que la prise de conscience de la nécessité d'investir dans la santé mentale, dans la prévention, la promotion et les services, tout cela a progressé de façon sans précédent. De son côté, le Parlement européen demande plus de soutien pour la santé et le bien-être des femmes et des filles qui fuient la guerre en Ukraine et de garantir l'accès à l'éducation, à la santé, au logement et de pouvoir accéder au marché du travail. Le débat Macron-Le Pen a-t-il dérogé à la règle? La défiance et l'indifférence grandissent face à la politique. Et pour le face-à-face de l'entre-deux tours, les Français n'ont été que 15,6 millions devant leur télévision, la pire audience depuis sa création en 1974. Alors finalement, à quoi ça sert ce débat? Écoutez, les débats, c'est toujours la même chose. Pour arriver à se laisser convaincre par celui auquel on ne croit pas, c'est toujours un peu difficile. Donc ça sert surtout à se conforter dans ses idées. On peut être un peu perdu de temps en temps sur les chiffres. Il était plus apaisé que celui de 2017 où il y avait pas mal d'invectives. Voilà, c'était projet contre projet, quoi. Le débat a été jugé ennuyeux par beaucoup. Les deux candidats étaient dans la maîtrise, soucieux de ne pas faire de faux pas. On juge beaucoup les attitudes, les positionnements, les regards, les manières dont les gens se comportent. Je ne pense pas que ce soit ça qui change la manière profonde qui va faire avancer le pays dans la bonne direction. Et dans quelle direction justement vont voter les Français dimanche? Pas sûr que le débat ait eu un impact sur les choix. La Serbie et le Kosovo vont-ils enfin trouver un compromis concernant leurs plaques d'immatriculation? Depuis septembre dernier, les emblèmes de chaque pays sont recouverts par un autocollant. Une solution temporaire qui expire ce jeudi. Ce compromis a permis d'apaiser les tensions entre Belgrade et Pristina, car la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance autoproclamée en 2008 de son ancienne province. Cela signifie que la solution à trouver ne peut plus être la poursuite de la situation existante. Les autocollants ne sont pas une solution permanente ni conforme aux normes européennes, ce qui signifie que nous devons trouver une solution qui améliorera la situation actuelle. Le sujet des plaques d'immatriculation est tellement sensible que les deux voisins avaient déployé des troupes de chaque côté de leurs frontières. À l'origine des tensions, la décision de Pristina d'imposer aux chauffeurs de véhicules serbes entrant au Kosovo des plaques d'immatriculation provisoires kosovares. Une mesure de réciprocité pour Pristina. Depuis une dizaine d'années, les Kosovars qui entrent en Serbie se voient contraints de retirer leurs plaques pour poser à la place une plaque temporaire serbe. 5 mineurs sont morts après 2 explosions de méthane dans la mine de charbon de Pniówek à Pawłowice, dans le sud de la Pologne. Et 7 autres, portés disparus et toujours piégés, selon le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui a également précisé que plus de 20 personnes, dont des sauveteurs, étaient hospitalisées pour de graves brûlures. L'opération de sauvetage s'est poursuivie dans la journée de mercredi. Le 21 octobre dernier, l'acteur et producteur américain Alec Baldwin abattait involontairement la directrice de la photographie Alina Hutchins en plein tournage. Mercredi, les autorités du Nouveau-Mexique ont infligé une amende de près de 125 000 € à la société de production du film, accusée de manquement à la sécurité, selon un rapport accablant. 2 ratés de tirs de fusil à blanc avaient eu lieu sur le plateau avant la fusillade mortelle. Elisabeth II a fêté ce jeudi dans l'intimité ses 96 ans. La doyenne mondiale des monarques en exercice a choisi de passer sa journée d'anniversaire dans le calme du domaine royal de Sandringham, à 200 km au nord de Londres. La souveraine britannique est aujourd'hui largement retirée de la vie publique en raison de problèmes de mobilité. Quoi qu'il en soit, des dizaines de tirs de canon ont retenti en son honneur à Hyde Park, à Londres, ce jeudi.
Elisabeth II, qui fête également cette année ses 70 ans de règne, vient de traverser plusieurs mois compliqués. Elle a notamment dû faire face à des ennuis de santé, mais aussi aux accusations d'agression sexuelle visant son fils Andrew, ou encore aux interrogations quant à l'avenir de la monarchie et du Commonwealth.